Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du réchauffement climatique dans les régions méditerranéennes. Pénurie d'eau, canicule ou incendie, le dérèglement du climat va bouleverser la région et ses écosystèmes. D'où cette question, quel impact aura le réchauffement climatique sur le bassin méditerranéen ? Pour y répondre, nous recevons Wolfgang Kramer, géographe et écologue, directeur de recherche au CNRS, auteur pour le 6e rapport du GIEC et coordinateur du MEDEC, un réseau de chercheurs ayant publié un grand rapport sur l'évolution du climat dans la région. Bonjour Wolfgang. Bonjour. Vous êtes géographe, écologue, auteur pour le 2e volet du 6e rapport du GIEC et coordinateur du rapport MEDEC, un rapport qui fait la synthèse des connaissances sur le réchauffement climatique dans le bassin méditerranéen. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours et comment vous vous êtes intéressé à la question climatique sur le bassin méditerranéen ? Oui, pour faire très bref, je suis géographe et écologue. J'ai fait une thèse dans un autre bassin, le bassin de mer Baltique, sur le développement de la végétation là-bas. Et après, je me suis intéressé à la dynamique de la biosphère en général, sur toute la planète. Et il y a désormais 12 ans, quand je suis venu en France, j'ai réalisé que ça serait intéressant d'adapter nos méthodes de l'analyse de la biosphère globale au bassin méditerranéen, parce qu'on retrouve beaucoup des patrons géographiques, naturels, climatiques, écologiques, mais aussi sociaux et humains qu'on trouve à l'échelle de la planète. Et est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que le MEDEC ? Oui, en fait, au moment de la conférence sur le climat COP21 en 2015, qui était la conférence de la Convention cadre du climat qui a donné l'accord de Paris. Dans la préparation de cette conférence, on a fait une rencontre ici à Paris avec des collègues de tout le bassin méditerranéen qui étaient intéressés aux questions changement climatique dans tout le bassin. Et c'était une petite conférence, mais elle était un succès. Il y avait un fort intérêt de ces chercheurs-là de se mettre en réseau, un tout nouveau réseau qui n'existait pas auparavant, et faire une analyse, une synthèse, une évaluation du savoir existant sur les risques associés avec le changement climatique, mais aussi avec la perte de la biodiversité pour le bassin. Et avec un collègue avec Aix-en-Provence, Joël Guillot, nous avons pris l'initiative de coordonner ce réseau. On a produit un grand rapport avec une 150aine des co-auteurs qui traitent notamment les sujets des risques associés avec le changement climatique et la perte de la biodiversité, et aussi la pollution. Et le réseau MEDEC, il continue à exister et on travaille sur des rapports spéciaux maintenant avec les mêmes mécanismes. Si on caricature, c'est une sorte de GIEC pour la Méditerranée ? C'est effectivement une illustration, une caricature de ce qu'on fait, mais il y a deux différences importantes. D'abord, thématiquement, on va plus loin que le GIEC. Le GIEC s'intéresse vraiment principalement au changement climatique. Nous intégrons aussi les enjeux de l'utilisation de la terre ou des mers et aussi la pollution. Ça, c'est une différence. Et l'autre différence, c'est que nous n'avons pas le même mandat politique. Le GIEC, c'est quand même une structure onusienne. Et nous, même si nous sommes soutenus par 2 organismes internationaux, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Union pour la Méditerranée, nous n'avons pas un mandat intergouvernemental tel qu'il a le GIEC ou l'IPBES. Alors, le bassin méditerranéen est l'une des régions les plus touchées par le changement climatique. Parfois, on dit que c'est un hotspot. Comment l'expliquer ? Pourquoi cette région est particulièrement vulnérable au changement climatique ? Oui, déjà, le changement climatique lui-même dans le bassin méditerranéen, il a vraiment les 2 facteurs en même temps. C'est un réchauffement très très fort, beaucoup plus fort que le reste de la planète, ou que le moyen de la planète. Mais aussi, il y a une réduction des précipitations, des pluies, surtout pendant la période estivale. Et ces 2 facteurs ensemble amènent vers une sécheresse beaucoup plus importante, qui perturbe l'écologie, qui perturbe tout ce qui est végétation, agriculture.
Les réchauffements aussi, on le voit en mer, les écosystèmes marins, évidemment, il n'y a pas de sécheresse, mais il y a des canicules, il y a des véritables canicules en mer qui perdent beaucoup les écosystèmes marins. Et tout cela se passe dans une région au monde où il y a de toute façon une limite entre les climats tempérés, plus douces en Europe et le climat désertique en Afrique du Nord. Et donc pour une grande partie de la région, ça veut dire que on passe un seuil vers des conditions beaucoup plus désertiques qui est proche, quoi. On est proche à ce seuil, on le dépasse avec quelques degrés de réchauffement. Alors vous disiez justement que les températures augmentaient plus fortement que dans le reste du monde. Est-ce qu'on a une idée justement à quel point les températures vont augmenter d'ici la fin du siècle? Oui, en fait, ça dépend évidemment le réchauffement global. Ça veut dire si pour donner une indication, si imaginons on arrive à limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés à la moyenne, on peut s'attendre à un peu plus de 3 degrés en région méditerranéenne. Et si on n'arrive pas à tenir les 2 degrés à l'échelle globale, par exemple si on a 2,5 à l'échelle globale, on aura vers les 4, 3,7, peut-être 4 degrés de réchauffement. Donc c'est un peu le même réchauffement plus le moitié de plus qui s'exprime en bassin méditerranéen. C'est pas unique au monde de ce côté-là. En fait, toutes les zones continentaux où ils vivent beaucoup de gens, en fait, toutes les terres, généralement, se réchauffent plus vite que les océans, que les surfaces des océans. Et ce fait que la région méditerranéenne, comme d'autres régions, se réchauffe plus vite que le moyen de la planète. Oui, parce que quand on dit 2 degrés de réchauffement global, c'est 2 degrés, ce qui comprend les océans et les terres. Or, les terres se réchauffent bien plus fortement que les océans, parce qu'il y a une inertie dans les océans. Exactement. Et comme les terres sont de moins importants en pourcentage par rapport aux mers à l'échelle de la planète, ça veut dire beaucoup de réchauffement sur les terres, dans les zones continentales. Et ça veut dire aussi que ça prend pas en compte, ça c'est des valeurs moyennes, mais ça veut dire qu'il peut y avoir des extrêmes beaucoup plus importants aussi, des valeurs de température extrême? Oui, des extrêmes augmentent aussi. Et effectivement, ce sont des canicules qui peuvent impliquer beaucoup de souffrance et beaucoup de mortalité, surtout dans les zones qui, peut-être par d'autres raisons aussi, deviennent de plus en plus difficiles à vivre par rapport à la température. Et là, on parle surtout des grandes villes et on parle surtout des populations les plus défavorisées dans les grandes villes. Donc, il y a des études qui montrent que les grandes villes dans l'est de la Méditerranée, surtout, comme Beyrouth, Nicosia, Alexandria, Gaza, Jérusalem et tout ça, ils peuvent vivre des canicules qui deviennent vraiment mortelles pour tous ceux qui n'ont pas les possibilités de se protéger par une climatisation. Il y a une grande population qui n'a pas cette possibilité. Donc là, les conséquences sont particulièrement graves. Oui. Et il y a des fortes disparités entre l'est du bassin méditerranéen, vous avez dit l'Égypte, la Syrie, le Liban, Chypre, et l'ouest. De ce côté-là, effectivement, les canicules, ils augmentent aussi dans l'ouest, mais ce qui change dans l'est, c'est que il paraît que le signal de réchauffement pendant les canicules, leur durée et leur intensité est encore plus fort que dans l'ouest. Et il faut pas oublier non plus que la partie de la population qui est pauvre, qui n'a pas l'accès à la climatisation, elle est plus importante. Donc il y a un facteur social au même temps que le facteur géographique, climatique qui fait cette différence. Pour avoir une idée, qu'on se rende compte de ce que ça peut être, ça veut dire que c'est des conditions qui seront invivables à Jérusalem, à Beyrouth. Ça veut dire que on dépassera les 45 degrés. Pour avoir une idée, qu'est-ce qui va arriver sur ces régions-là? C'est un changement graduel, hein, avec chaque canicule. Déjà aujourd'hui, pour une certaine partie de la population, ça veut dire ça implique une mortalité prématurée, quoi. Déjà aujourd'hui, ça se constate. Et avec chaque 10e degré qu'on ajoute,
effectivement, cette partie de la population touchée, peut-être mortellement, elle va augmenter. Il est pas, je suis pas capable de donner un seuil ou un niveau particulier ou un chiffre de combien de milliers de personnes, mais il est clair. Il faut se rappeler que dans les villes, il y a plusieurs choses qui viennent ensemble. C'est pas que le climat macroscopique de la région, mais c'est aussi ce qui s'appelle l'îlot de chaleur dans les îles, donc toutes les surfaces goudronnées, bétonisées, l'absence de végétation, tout ça, ça fait en sorte que en ville, les canicules deviennent encore plus en plus graves. Mais ça veut aussi dire qu'on peut faire quelque chose. Ça veut dire que en revégétalisant la ville, en augmentant la surface de la végétation en ville, on peut beaucoup faire pour éviter les plus graves conséquences des canicules. Mais c'est d'autant plus important que le bassin méditerranéen est une région qui est très urbanisée. Les gens vivent principalement en ville. Elle est très urbanisée et elle va s'urbaniser encore plus parce que la population, surtout dans les pays du Sud et de l'Est, elle est en forte augmentation par migration et aussi par développement naturel, démographique. Et ça représente à la fois un risque évidemment, une plus grande partie de la population vit dans les villes, dans les conditions difficiles, mais ça représente aussi une opportunité parce que beaucoup des villes qu'on va avoir dans 30 ans, ils ne sont pas encore construites. Ça veut dire la construction des nouvelles zones urbanisées, c'est pas forcément une mauvaise chose. On peut les faire autrement, on peut les faire beaucoup plus résilientes au changement climatique ou aux conditions climatiques qui vont se représenter. Ça va jamais résoudre le problème en soi-même, mais ça représente une opportunité qui est importante, qui est beaucoup plus difficile à réaliser dans les villes existantes et stables. Alors on a parlé du premier point, la chaleur qui va augmenter comme sur l'ensemble de la planète. Il y a une autre particularité qui est plus régionale pour le coup, c'est la baisse des précipitations. À quel point on s'attend à ce que les précipitations baissent sur la région méditerranéenne ? En fait, les pourcentages de baisse de précipitations dans la plupart des régions ne sont pas très importants. Il y a quelques pourcents en fonction des scénarios. Mais c'est que ça vient ensemble avec le réchauffement, avec donc une évaporation beaucoup plus importante. C'est ça qui fait, avec la baisse de la précipitation légère, c'est ça qui donne des conditions beaucoup plus difficiles pour les écosystèmes et pour le secteur agricole. Donc, il y a le peu d'eau qu'il y a. Déjà, c'est une région qui a peu de précipitations pendant l'été. Le peu d'eau qu'il y a, il évapore encore plus vite. Oui, je lisais dans le rapport justement qu'il y avait 180 millions de personnes dans les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée qui sont confrontées à un manque d'eau, c'est-à-dire moins de 1000 mètres cubes par habitant et par an. C'est vraiment très peu. Donc, ça s'additionne ou ça arrive dans une situation où déjà les gens manquent beaucoup d'eau. Exactement. Ouais. Et dans une situation où les moyens d'adaptation sont aussi limités, parce qu'on n'a pas souvent accès à des technologies qui sont les meilleures pour économiser l'eau. Donc ça va tous ensemble. Que la vulnérabilité face à la pénurie d'eau, elle est surtout dans le sud. Et donc c'est surtout les pays du sud et de l'est, c'est surtout la Libye, l'Égypte. Oui, toute la côté nord-africaine, le Maghreb, l'Égypte, mais aussi Israël, Palestine, la Syrie. C'est connu les sécheresses en Syrie qui représentent des grands problèmes pour le secteur agricole dans un pays qui, a priori, avant la guerre, était un exportateur important du coton. Que cette industrie existe presque plus, en partie, pas que, mais en partie suite à la pénurie d'eau. Oui, parce que pour rappeler, c'était des pays qui étaient des grands pays agricoles historiquement, la Syrie, l'Égypte. L'Égypte, c'était le grenier à blé de l'Empire romain. Aujourd'hui, c'est passé à des pays importateurs de blé. C'est lié aussi beaucoup au manque d'eau, à la baisse de rendement. Tout à fait.
tout à fait. C'est aussi l'augmentation de la population, parce qu'un pays comme l'Égypte aura toujours, qui naturellement a pas beaucoup de pluie, où toute l'eau est l'eau qui arrive avec le fleuve, mais qui est utilisée dans les systèmes d'irrigation très importante. Il va jamais être autosuffisant au niveau du blé. Mais effectivement, la crise actuelle, en plus sur les marchés du blé et d'autres céréales, ça touche très fortement ces pays. Et le manque d'eau, ça va avoir quel impact? C'est des pays qui ont beaucoup recours à l'irrigation? Ce sont des pays qui utilisent beaucoup de l'irrigation, et c'est le moment aussi d'introduire un facteur qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la montée du niveau de la mer, qui est aussi une conséquence du changement climatique, qui est due à la déglaciation du Groenland et de l'Antarctique et de la perte des glaciers en montagne. Tout ça nous amène vers une montée du niveau de la mer. Et comme beaucoup des zones irriguées en Égypte, surtout dans toutes les grandes deltas des fleuves, pareil qu'en Camargue et dans l'Èbre et dans le Pô, comme c'est tout proche au niveau de la mer, une fois que la mer monte, ça devient plus difficile à irriguer, parce que l'eau qu'on pompe pour l'irrigation, il risque de contenir de plus en plus du sel. Et donc il est plus utilisable pour l'irrigation. Ça, on va s'arrêter un moment sur ce sujet, parce que c'est quand même très important. L'Égypte, ça représente à peu près 100 millions d'habitants de mémoire aujourd'hui, et ça devrait être 159, je crois, en 2050. Enfin, c'est vraiment des populations très nombreuses. Elle dépend, vous l'avez dit, je crois, à 97% du Nil, et le grand bassin agricole de l'Égypte, c'est le delta du Nil. Ça veut dire que ce delta a des risques de se saliniser? Totalement. Il a plusieurs enjeux, ce delta. Le premier, c'est que depuis l'existence des grands barrages, il y a moins de sédiments qui arrivent, donc il y a une érosion, l'érosion naturelle du delta qui a lieu tout le temps. Elle n'est pas rencontrée par de nouveaux sédiments qui descendent avec le fleuve. Ça c'est juste une conséquence de la gestion d'eau dans la rivière. Et après, avec la montée du niveau de la mer, effectivement, on perd déjà la surface. En fait, l'érosion s'aggrave aussi au front du delta. Et par la suite, au moins dans les zones près de la côte, l'eau que anciennement a été pompée pour irriguer les champs, il est trop salé maintenant pour être utilisable. Et ça, comment on arrive à le savoir? Ça veut dire qu'il y a des exemples, on voit déjà des zones, des nappes phréatiques qui sont salées. Tout à fait, c'est rencontré par les agriculteurs. Souvent par les agriculteurs les plus pauvres, qui sont déjà dans les zones un peu marginales et un peu défavorisées. Ils voient ça dans la baisse des rendements, quoi. Et sur la baisse des rendements, on a une idée des proportions que ça risque d'avoir? Non, j'ai pas des chiffres spécifiques là-dessus. Ça se trouve peut-être, mais je les ai pas en tête. Donc on a parlé du manque d'eau. Il y a aussi un phénomène qui est avec la baisse des précipitations, l'augmentation du nombre de sécheresses. C'est pareil, là on a un ordre de grandeur de l'augmentation des sécheresses qu'il va y avoir? Non, parce que c'est comme avec les températures, ça dépend du scénario. Et ça dépend l'état initial, quoi. Si je suis dans une région qui ne connaît pas du tout une sécheresse estivale, bon, en Méditerranée on a presque toujours une sécheresse estivale, effectivement ça fait autre chose que si je suis dans une région dans le sud où déjà je suis au bord du désert, quoi. Donc ce sont des phénomènes qui touchent toute la région, mais d'une façon localisée quand même, parce que chacun est un peu à un placement différent au niveau du gradient entre humide et sèche. Et aussi là,
les possibilités d'irrigation sont très différentes. Si on regarde en Provence, par exemple, en France, on a le canal de Provence qui amène de l'eau du lac de Serponçon dans les Alpes. Donc, en Provence, on peut vivre une sécheresse totale, mais on a toujours, pour l'instant, peut-être pas dans l'avenir, mais pour l'instant, on a toujours de l'eau des Alpes qui arrive. Mais déjà, en Catalogne, c'est pas la même chose parce qu'on n'a pas les mêmes infrastructures, on n'a pas des montagnes avec les mêmes quantités d'eau disponibles pour l'irrigation. Donc, même en Europe, il y a une forte différence dans la possibilité d'amener de l'eau pour l'irrigation. Oui, par exemple, la Catalogne, qui n'est pas un des territoires où il manque le plus d'eau, en 2008, Barcelone avait importé de l'eau directement de Marseille pour montrer... Oui, c'était incroyable, oui. Par bateau. Il y a un sujet dont on parle assez peu, c'est le débit des cours d'eau. On observe une baisse du débit des cours d'eau. Oui, en général, ça va ensemble. Hein. Quand on a un bilan hydrique qui change vers le négatif, on a une baisse dans les cours d'eau, sauf que on peut, et ça c'est classique pour surtout la partie nord de la Méditerranée, sauf si on a des grosses tempêtes, des grosses événements méditerranéens, cévenols, dans les Cévennes, où effectivement on peut avoir des grosses crues suite à des précipitations. Et ces précipitations, il y a une tendance qui devient plus importante. Donc, malgré la sécheresse qui se généralise, on peut avoir des crues plus importantes, ce qui peut sembler paradoxal, exactement. Mais au même temps, si on pense un peu à la base physique de la précipitation, c'est pas si étonnant parce que quand l'air se chauffe plus, elle peut transporter plus d'eau en état de vapeur. Et quand ça s'éclate dans un grand orage, il y a tout simplement de plus grandes quantités d'eau disponibles pour ces événements méditerranéens. Et donc les crues peuvent devenir beaucoup plus importants, comme on a vu il y a quelques années dans la Roya, par exemple, avec les grands dégâts. Et du coup, justement, ces épisodes méditerranéens, ou cévenols, ils vont se multiplier à l'avenir ou ils vont être plus violents? Est-ce qu'on a une idée? La tendance, c'est plutôt qu'ils deviennent plus violentes. C'est encore trop tôt et c'est difficile à faire des statistiques sur la fréquence. Tout le monde dans la région sait qu'on a toujours eu, avec une certaine régularité, ce genre d'événements. Le risque, c'est plutôt que l'intensité augmente et que par conséquence aussi des dommages sont plus importants. Et ces épisodes-là, est-ce que vous pouvez peut-être réexpliquer ce que c'est exactement et comprendre le mécanisme, parce que c'est aussi limité géographiquement sur le bassin? Oui. Ce sont des situations où l'air, généralement, a des hautes températures et il y a beaucoup d'évaporation de la surface de la mer qui charge un peu l'atmosphère avec cette humidité. Et plus que la température est élevée, plus que la quantité d'eau tenue par l'atmosphère est possible. Et que ça s'éclate dans les orages, c'est quand même de quelque sorte normal, quoi. Ça s'observe même dans d'autres régions. Mais la topographie dans le sud de la France, elle fait en sorte qu'ils peuvent avoir des rencontres de l'air fraîche du nord, de l'air humide et chaud du sud, qui sont particulièrement violentes. On peut dire c'est un peu une coïncidence que la topographie donne ces résultats-là. C'est pas très étonnant, mais c'est spécifique pour la région. Donc, ce qu'on observe avec le réchauffement climatique, c'est que ces événements, comme je dis, ils deviennent plus violents et plus importants, tout simplement parce que le gradient en température est plus important et les quantités d'eau impliquées aussi. Vous parliez tout à l'heure de désertification du bassin. Est-ce que ça veut dire qu'on a des régions entières, je pense à la Syrie, peut-être au nord de l'Afrique du Nord, des régions entières qui étaient arides et qui vont devenir complètement désertiques? On va avoir un basculement de régions semi-arides, arides à désertiques?
Tous les scénarios nous montrent que l'aridité augmente un peu partout, sauf si soit je suis dans une zone encore relativement humide qui devient plus aride, ou je suis dans une zone semi-désertique qui devient un désert. Donc c'est pas étonnant non plus, mais là aussi comment ça se manifeste pour les gens, pour les utilisateurs, pour les écosystèmes, ça varie beaucoup entre une région et une autre, et c'est aussi impacté par un facteur qu'on n'a pas trop évoqué jusqu'ici, c'est l'intensité d'utilisation des terres. Si j'ai des terres qui sont déjà utilisées dans une agriculture très intensive, qui vide les sols de leur carbone, qui fait un maximum de production, qui laisse peut-être les surfaces sans végétation une partie de l'année. Là, j'ai une contribution à la désertification qui est pas liée au climat, mais qui va ensemble avec les tendances plus en plus sèches. Là, donc, désertification, c'est pas juste un phénomène climatique, c'est un phénomène humain et climatique au même temps, ce qui implique automatiquement aussi qu'il y a des solutions, peut-être pas, mais il y a des moyens à ralentir ou peut-être éviter une partie de cette désertification par une utilisation plus saine des terres. Vous, dans votre réseau, je suppose que vous en parlez beaucoup. Quelles sont les zones qui vous préoccupent le plus? On a fait un engagement, je dirais, pour notamment pas répondre à cette question. On s'est dit que par exemple, les anciens rapports du GIEC, typiquement, ils ont beaucoup des informations sur la partie européenne du bassin méditerranéen, parce que c'est là que ce sont des établissements de recherche, c'est là qu'il y a beaucoup des observations, du monitoring et tout ça. Par contre, dans le sud, ils disent pas grand-chose parce qu'il y a moins d'informations. Et au niveau du MEDEC, on a fait des efforts particuliers. On peut pas complètement combler cette inégalité, c'est clair, mais à chercher le plus possible les informations du sud et de l'est, et de quelque sorte pas dégrader l'information de le nord, mais on n'a pas voulu parler des conditions très spécifiques en Italie ou en Espagne ou en France, parce que on était plutôt préoccupé d'avoir un regard pas à la moyenne sur le bassin, mais quand même en prenant en compte toutes les conditions de vie autour de la Méditerranée. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est celui des zones humides. Donc, ces zones qui sont à moitié terrestres, à moitié marines, et qui sont très riches pour la biodiversité. On voit que les zones humides disparaissent ou ont beaucoup disparu dans la région méditerranéenne, et elles vont continuer à disparaître. Le changement climatique va avoir un facteur très fort sur ces zones-là. Bien sûr. On a une étude en cours pour quantifier ça, qui n'est pas encore terminée, mais ce qui est clair, que les différents facteurs ensemble, à la fois la sécheresse pour des zones humides qui ne sont pas au bord de la mer, et la montée du niveau de la mer, et la surutilisation de certaines régions agricoles, ça ensemble amène à une dégradation ou une perte des zones humides qui peut être très important. Encore une fois, elle se laisse pas chiffrer parce que ça dépend un peu des conditions à un endroit et à un autre, mais on voit par exemple en Camargue qu'on est obligé de céder certaines surfaces à la mer, on enlève les digues parce que on sait de toute façon on va pas pouvoir protéger contre la mer qui monte ces zones humides. Et à l'intérieur de la Camargue, il y a des forts conflits entre la protection de la biodiversité et des intérêts, besoins des agriculteurs, aggravés par là aussi l'arrivée des eaux plutôt salées dans la nappe phréatique. Et alors nous, en tant que Français, ou en tout cas moi, je suis assez ignare sur les zones humides du bassin méditerranéen. Il y en a encore beaucoup, des zones comme la Camargue. Oui. Et il y en a partout dans les grandes deltas, mais il y a aussi d'autres, comme en Égypte par exemple, même en dehors du delta, et aux pays Balkans ou en Italie, en fait, des zones humides, il y a
pas partout, mais il y en a beaucoup et ils ont souvent une très grande valeur au niveau de la biodiversité pour les oiseaux et pour d'autres espèces qui sont uniques pour ces écosystèmes. Et justement, quel est l'intérêt, peut-être pour expliquer des zones humides pour la biodiversité? Pourquoi ça a un rôle particulier? En fait, tout écosystème a une importance. Commençons avec ça. Est-ce qu'il est utile pour l'homme ou pas? Ça, c'est pas la première question. Mais chaque écosystème, dans sa nature, il héberge des espèces qui n'existent peut-être pas ailleurs. Et dans les zones humides, effectivement, ce sont des conditions de vie très spécifiques pour les oiseaux, mais aussi pour les insectes et pour certains mammifères et pour certains poissons, pour beaucoup de plantes qui existent que sous les conditions de cette zone humide. Et le principe, et ça se voit aussi beaucoup dans les rapports du GIEC et de l'IPBES, c'est que chaque spécificité de la nature a une valeur est important. Et de tout simplement perdre toute une catégorie des écosystèmes, c'est une grosse perte pour la biodiversité. Alors il y a un sujet qu'on n'a pas forcément en tête, c'est que dans le bassin méditerranéen de manière générale, on voit la biodiversité qui semble s'homogénéiser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la biodiversité semble s'homogénéiser? Oui. En fait, là, on parle d'abord souvent des écosystèmes marins qui comme dans les terres, en Méditerranée, a une grande diversité. Il y a des différents bassins qui ont des conditions spécifiques, où il y a certaines espèces qui vivent, qui ne vivent pas dans les autres sous-bassins. Et maintenant, avec le réchauffement, ce qu'on observe, c'est que des espèces qui sont plutôt adaptées aux conditions, je dirais pas froides, mais moins chaudes, ils essayent de s'échapper vers le nord, mais ils peuvent pas, donc ils vont disparaître. De plus en plus, mais ce qui arrive sont des espèces qui arrivent de la mer Rouge et aussi de l'Atlantique, qui sont des espèces de grandes zones d'océan qui donnent à un écosystème une biodiversité plus homogène. Cela s'est aggravé aussi par la surpêche, par la surutilisation qui favorise qui défavorise évidemment les espèces trop pêchées, mais qui perturbe en général le réseau des écosystèmes dans la Méditerranée. Il y a par exemple des méduses et d'autres espèces qui se généralisent de plus en plus par ces multiples pressions en Méditerranée. Alors il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'on voit en lisant votre rapport que la pêche risque elle aussi de décliner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? C'est un phénomène un peu partout dans le monde que la pêche, souvent, elle n'est pas soutenable. La pression sur les populations des poissons souhaitées, elle est trop forte. Et ça a la conséquence que les stocks diminuent et à un moment, que la pêche soit disparaisse complètement sur cette espèce où les résultats deviennent moins importants que c'est le cas. Ça, c'est pas une spécificité méditerranéenne que ça peut se manifester là. Le problème, c'est c'est déjà un problème et le problème s'aggrave quand il y a des conséquences du changement climatique et aussi la pollution qui s'ajoute. Donc là, peut-être les mêmes stocks des poissons peuvent baisser d'une façon importante et contribuer à l'affaiblissement de ces populations. Je disais dans le rapport que les débarquements totaux de la pêche professionnelle en Méditerranée avaient diminué de 28% entre 1994 et 2017. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pêche moins de poissons dans la Méditerranée que dans les années 90. Oui, c'est ça là, le message, oui. Et ça, attribuer quelle partie est changement climatique, quelle partie est pollution, quelle partie est surpêche, c'est très difficile. Je crois que les spécialistes peuvent peut-être donner quelques indications, mais comme c'est un seul mer, un seul écosystème, on peut pas facilement attribuer le déclin à une forçage particulier.
Tout à l'heure, vous parliez des espèces qui venaient de la mer Rouge ou de l'océan Atlantique. C'est des espèces qui sont des espèces invasives qui viennent naturellement, ou c'est des espèces qui sont apportées par des bateaux accidentellement? Non, avec ces exemples-là, où il y a effectivement des ouvertures physiques par le canal de Suez ou par Gibraltar, ils viennent évidemment naturellement parce que c'est une opportunité pour eux de se développer, surtout comme ce sont souvent des espèces tropiques qui bénéficient de la chaleur, des températures qui augmentent. Mais à ça, il s'ajoute, pas tellement au niveau des poissons, mais au niveau d'autres espèces que j'ai pas de bons exemples, mais qui arrivent avec l'eau qui est transportée dans les bateaux, qui est échangée et qui perturbe aussi la biodiversité. Et ces espèces peuvent venir de partout dans le monde. Alors, il y a un phénomène qui est fréquent et qui est catastrophique en Méditerranée, c'est les incendies. Ça, c'est quelque chose qui risque aussi de se multiplier? Oui. En fait, la réponse courte est oui, les incendies risquent à se généraliser et augmenter, mais les raisons sont aussi multiples. Il n'y a pas que la sécheresse et le réchauffement qui augmentent le risque d'incendie. Il y a aussi la gestion du paysage. Dans un paysage où il y a beaucoup de forêts peut-être mal gérées ou qui se généralisent, surtout proche des habitations, le risque des incendies devient plus gros, c'est plus important, et déjà donné même s'il n'y a pas de changement climatique. Parce que le climat méditerranéen, a priori, ça inclut naturellement une période dans l'année où il y a un risque d'incendie très important. À cela, il s'ajoute des conditions plus sèches, plus chaudes, qui font encore plus difficile de gérer les incendies, parce qu'il faut, évidemment, on se rend compte, les incendies, généralement, ils sont gérés d'une façon ou d'autre. Déjà, on essaie de les capter au moment où ils se déclenchent, et c'est souvent possible. Mais ça demande un effort, un investissement, ça a des coûts. Et après, quand une incendie devient très importante, effectivement, il y a un moment où elle devient de plus en plus difficile à gérer. Et ça, de nouveau, c'est en fonction du paysage. Si j'ai un paysage agricole où il y a beaucoup des espaces ouverts, beaucoup pas une couverture de forêt généralisée, ben là, c'est plus facile de gérer une grande incendie que dans une forêt qui est laissée à elle seule. Alors, dans le rapport MEDEC, il y a marqué « Les conflits provoqués par la rareté des ressources et les migrations humaines sont susceptibles d'augmenter à cause de la sécheresse et de la détérioration des ressources agricoles et halieutiques, mais des facteurs socio-économiques et politiques joueront vraisemblablement encore un rôle majeur. » Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à fait. C'est un sommaire d'une discussion scientifique qui a commencé un peu il y a quelques années avec certaines publications qui sont attribuées l'existence d'un conflit, comme par exemple la guerre en Syrie, à des sécheresses. Et très vite, on s'est posé la question, le monde scientifique s'est posé la question, est-ce que c'est vraiment si simple? Et on a constaté effectivement non, c'est pas si simple que ça, parce que les conflits, ils ont souvent une origine sociale, politique, économique. Et chaque conflit est différent de ce côté-là. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les populations touchées par ces conflits, ils souffrent déjà des conditions climatiques et écologiques qui sont très très difficiles, ils vont être touchés encore plus gravement par les conflits. Et il peut y avoir une rétroaction aussi que la situation devienne encore plus critique pour une grande partie de la population. Et ça, on peut le constater, ça on observe, pas seulement en Méditerranée, mais aussi ailleurs. Et ça rend comme conclusion surtout que la nécessité de baisser les émissions de gaz à effet de serre et de vraiment réduire
le réchauffement, la transformation du climat, elle s'impose aussi par ce chemin-là. C'est pas juste les rendements, c'est pas juste les impacts directs, c'est aussi les impacts indirects sur la société. Parce que pour peut-être que les auditeurs comprennent bien, on a attribué par exemple au printemps arabe, à la révolution en Égypte ou à la guerre en Syrie, le fait qu'il y ait une pénurie de blé, qui est la base de l'alimentation sur le pourtour méditerranéen, et que cette pénurie de blé a créé des émeutes de la faim qui auraient été une des étincelles à chacun de ces conflits. Guerre en Syrie, révolution en Égypte, printemps arabe. Ça veut dire que ça assèche le petit bois pour rallumer des conflits, mais c'est pas forcément l'origine elle-même des conflits. Exactement. Il faut pas tomber dans le piège à considérer ces difficultés écologiques comme l'origine du conflit. Mais ça peut, par exemple, dans le cas que vous citez, ça peut être un déclencheur. Ça peut être une tension, une situation déjà sous haute tension sociale, climatique, politique, peut s'éclater, peut exploser au moment qu'il y a une pénurie d'eau ou pénurie de nourriture qui touche une partie de la population. Mais quand même, là, si on résume, ce que vous nous dites, c'est que les températures vont augmenter et plus rapidement qu'ailleurs sur la planète, que les débits des cours d'eau vont baisser, qu'il va y avoir moins de précipitations et moins d'eau, que les grands bassins nourriciers, les grands deltas nourriciers vont se saliniser, qu'il va y avoir une pression démographique assez forte, on l'a dit en Égypte, mais c'est vrai de l'est du bassin méditerranéen. Avec tout ça, que les rendements agricoles baissent, que la pêche diminue elle aussi, avec tout ça, on a quand même l'impression que l'avenir est assez risqué, assez dangereux. C'est tout à fait le cas. Et vous avez bien fait en utilisant différents facteurs qui jouent ensemble. Mais il faut aussi reconnaître que ça, c'est une situation qui touche toute la planète. Il n'y a plus rien de spécifique en bassin méditerranéen. Peut-être on est plus proche à des seuils, à des points de basculement dans certaines régions méditerranéennes, mais personne ne peut nous le dire parce que ce sont pas des situations qui se modélisent d'une façon objective, comme c'est le cas pour le climat ou pour l'hydrologie, hein. Donc là, on est dans l'analyse des risques, on évoque tous ces risques que vous évoquez. Mais on tire surtout aussi la conclusion inverse en disant que si je fais un effort bien plus important pour éviter le forçage du changement climatique et si je rends mes écosystèmes et mes socio-écosystèmes, mes villes plus résilientes face au changement climatique inéluctable, je baisse certainement aussi le risque des conflits et des difficultés politiques dans l'avenir. Donc, même si je peux pas exactement faire la projection, c'est un avantage on peut scientifiquement montrer que c'est avantageux pour toutes les populations dans la région d'éviter ces risques. Alors, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais est-ce qu'on a une idée du moment où, en fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre de la planète, on peut voir que soit le climat s'emballe, soit au contraire, on a réussi à le contenir. Est-ce que à partir de 2030-2040, on sait qu'en fonction des différentes émissions, ça va vraiment changer ? La réponse, c'est qu'on est à ce point. La question, c'est pas 2030 ou 2040. La réponse, elle est 2020, autour de ça. Qu'on rentre dans une situation où de plus en plus, des nombres plus en plus importants des populations sont touchées en bassin méditerranéen et ailleurs. Et on réalise qu'on est dans une crise. Il faut éviter, à notre avis, de cibler une année ou une décennie spécifique dans l'avenir, parce que ça donne un peu cette fausse impression qui est sortie aussi après la publication du dernier rapport du GIEC, même si c'était pas du tout dedans, qu'il nous reste encore tant des années ou quelque chose comme ça.
la science, la projection du changement climatique ou de la perte de la biodiversité et de ses conséquences nous permet rien de ça, rien de ce type-là. Il faut, ce qui est clair, que l'augmentation des efforts, dès aujourd'hui, maintenant, elle s'impose et elle est sans alternative. Et ça veut dire que là, les canicules, on vient de sortir, pour les gens qui nous écoutent, de la canicule de juin 2022. Ça veut dire que là, ces canicules-là, on peut directement les associer au changement climatique, que c'est des canicules comme ça qui vont nous attendre à répétition dans les années qui viennent. Tout à fait. On peut vous montrer des publications, par exemple, de l'année 2004, juste à la suite de la grande canicule 2003, qu'ils ont projeté exactement les conditions que vivons maintenant, que la probabilité des grosses canicules, elle augmente. La probabilité que ce sont des canicules plus longues, plus intenses. Donc c'est complètement dans les courbes qu'on a dessinées il y a presque 20 ans. Et donc on peut continuer à dessiner ces courbes, c'est complètement clair. Mais pour le message, pour l'action, pour politique et publique, c'est toujours le même, quoi. Il faut, en fait, chaque augmentation de ces risques, elle implique des pertes et des morts et des souffrances. Et il faut se poser la question, est-ce qu'on accepte ça ou pas? Justement, sur le volet politique, est-ce que vous avez rencontré, à la suite notamment du rapport sur la Méditerranée, des hommes politiques, des députés, des maires, des ministres, pourquoi pas? Est-ce que vous avez... ce rapport a eu de l'impact? Ou vous avez rencontré personne? Ce sont deux questions. Des rencontres, effectivement, ils ont lieu sur tous les niveaux, à des discussions locales avec des élus, mais au début mai, on était reçus aussi par le président de la République, avec un groupe de scientifiques. On a passé 2 heures avec lui pour lui donner les conclusions de ses rapports. Donc l'intérêt, il est là. C'est clair, et l'échange est là avec les décideurs, aussi avec les décideurs du secteur privé, pas seulement du public, mais ce qui est clair que l'action, l'engagement par rapport à la transformation de notre système énergétique et de tous les secteurs qui dépendent de l'énergie, elle est insuffisante. Elle est pas vraiment en route. Elle est un petit peu en route, mais on se félicite de chaque petit progrès qu'on fait, mais le progrès est insuffisant. Justement, maintenant que vous parlez de cette réunion, vous avez été visiter le président de la République avec Valérie Masson-Delmotte, avec Céline Guivarch et avec d'autres scientifiques de haut rang. On a l'impression d'extérieur que politiquement, pas grand-chose ne bouge. Justement, quel a été est-ce que vous avez l'impression que les politiques, et en l'occurrence le président, comprennent les enjeux? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre pourquoi on a l'impression que rien ne bouge, ou si lentement? L'analyse des politiques existantes, c'est souvent compris comme une prise de position dans un spectre politique entre les différentes parties. Et comme scientifique, on ne peut pas faire ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut objectivement analyser est-ce que l'engagement net, tel qu'il sort des actions politiques des dernières années, est-ce qu'il correspond aux besoins pour stabiliser le climat? Est-ce qu'il correspond à l'engagement fait par la France et par tous les autres pays au moment de l'accord de Paris en 2015? Est-ce qu'il correspond à la nécessité identifiée par le GIEC de stabiliser le climat? Et là, toutes les analyses, par exemple par le volet 3 du GIEC, mais aussi du Haut Conseil pour le climat ici en France, montrent qu'il y a bien des actions visibles. Il y a effectivement, il y a du progrès dans le bon sens, mais il est grandiosement insuffisant au niveau des émissions et au niveau de l'adaptation, pareil, quoi. On n'est pas
dans une vision politique qui nous permet à, par exemple, rester dans l'engagement de l'accord de Paris. Et ça, c'est une conclusion objective des observations des dernières années. Après, c'est une question, est-ce qu'on s'attend maintenant que tout change radicalement? Est-ce qu'on entend des engagements qui vont complètement bouleverser cette situation? Et là, un peu simpliste comme analyse, je constate que c'est insuffisant. Je vais reposer la question parce que au-delà, je comprends des réserves que vous pouvez avoir de trahir des choses qui se sont dites dans un cadre, à huis clos. J'ai vraiment envie de comprendre. Je suppose que vous avez dit, par exemple, au président de la République que ce qui se passait était extrêmement grave. Quel état d'esprit vous avez ressenti en face de vous? Des gens qui veulent vraiment changer les choses ou qui sont empêtrés pour 1000 raisons et qui se sentent comme paralysés? D'abord, c'était pas tellement huis clos. Il n'y avait pas un résumé pour la presse, mais un communiqué de presse. Mais par exemple, nous, mes collègues et moi, nous avons publié nos interventions dans ce rencontre. Donc, on peut lire ce que nous avons dit. Et c'était voulu, on était d'accord que c'était largement une situation où on présente les enjeux tels qu'on peut les présenter à la base de la science, et on n'était pas dans une négociation, on s'attendait pas que le président ou quelqu'un d'autre nous dit ok, on va faire tel et tel et tel et tel. C'était pas le but de l'exercice. Donc je veux bien croire que le président Macron, comme d'autres chefs d'État, grosso modo a compris, a souhaité comprendre et a compris la gravité de la situation. Par rapport aux politiques entamées, évidemment, on commence un nouveau mandat, mais l'ancien mandat nous avait pas mis sur une trajectoire qui évite les plus graves problèmes. J'ajoute aussi que c'est pas quelque chose qui est unique pour la France, mais ça veut pas dire que c'est acceptable par rapport aux populations qui vont souffrir de ces conséquences du changement climatique. Et si on redescend à une échelle plus locale, est-ce que vous avez rencontré des députés, des maires? Est-ce que vous sentez les décisions prises urbanistiquement dans les villes changer au regard des conclusions des rapports du GIEC ou du rapport MEDEC? Je dirais que au niveau des municipalités, parfois on trouve plus de raisons d'être optimiste, parce que déjà des villes, l'avantage des villes, c'est qu'une ville est en transition tout le temps. N'importe pour quel objectif. Ça fait partie de la nature d'une ville. Et comme on observe à Paris, désormais un peu à Paris, à Marseille aussi, à Lyon, d'autres villes à l'étranger, il y a une forte reconnaissance par les mairies, par les élus des municipalités de tourner leur transformation permanente vers des enjeux plus positifs par rapport à la résilience face au changement climatique. Donc c'est positif, mais dans la plupart des cas, c'est pas assez non plus, parce que on mesure peut-être pas encore la nécessité d'une transformation plus radicale, surtout au niveau des bâtiments et au niveau des transports, pour véritablement éviter vraiment mettre à zéro les émissions, quoi. On peut dire, on se félicite toujours un peu des baisses des émissions, mais en fait le but c'est zéro. Il faut le reconnaître. Justement, vous, quel est, en tant que scientifique, vous travaillez depuis des années sur ces sujets-là, sur le réchauffement climatique. Quel est votre sentiment aujourd'hui de la gravité de la situation, et puis comment vous voyez l'avenir? Oui, je
je ressens une angoisse quoi pour l'avenir, ça c'est totalement clair. Je peux pas complètement froidement regarder la situation et constater que des faits. Je vois que les courbes vont dans le mauvais sens, mais c'est inutile de donner ça comme message. Alors, le message qui est beaucoup plus important, c'est que chaque 10e degré compte, même si ça a l'air d'un slogan, c'est physiquement correct, quoi. Chaque 10e degré de réchauffement à l'échelle de la planète donne, comme on a évoqué, donne plusieurs dixièmes de degrés au niveau régional et le même, c'est le cas à l'inverse, quoi. Si j'arrive à éviter, par exemple, les 2 degrés à l'échelle planétaire, j'arrive peut-être à éviter les conditions les plus horribles au niveau local et régional. Et donc, il y a un message positif là-dedans. Et l'autre message positif qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que beaucoup des changements proposés pour baisser des émissions, ils ont des co-bénéfices, ils ont des autres avantages aussi. Surtout au niveau de la réduction de la pollution. Que moins que je fais des émissions de CO2, moins que je fais aussi normalement des autres émissions. Et il y a beaucoup de changements de la gestion du transport, par exemple, qui vont avoir des co-bénéfices supplémentaires sur la santé publique. Par exemple, si je permets aux gens à se déplacer mieux en vélo ou à pied, c'est pas seulement que ça consomme moins d'énergie et fait moins d'émissions, mais c'est aussi mieux pour la santé. Ça veut dire que si par exemple on prend plus la voiture, il y a moins d'espace goudronné, mais il y a aussi moins de bruit, il y a aussi moins de pollution aux particules. Donc autant dans les solutions négatives basées sur les combustibles fossiles, il y a des rétroactions négatives. Autant si on en sort, il y a des co-bénéfices positifs. Ah oui, totalement. Et dans la mobilité, la mobilité, c'est un des exemples vraiment clés où actuellement on va pas dans le bon sens. En fait, le discours actuel, c'est qu'on a les mêmes voitures, sauf plus lourdes, qui sont un moteur électrique. Qui prennent encore plus de place et qui font beaucoup de pollution dans la production et même des pneus qui sont une source très importante de la pollution de la mer. Et on ne regarde pas la question qu'est-ce qu'on a vraiment besoin comme déplacement, quelle offre de déplacement est le meilleur pour les populations. Et souvent surtout dans les zones urbaines, c'est pas forcément la voiture plus lourde, plus grosse qui est l'idéal, même dans leur propre intérêt des populations. Donc la mobilité, c'est un des sujets où il y a encore beaucoup de possibilités avec des technologies existantes, sans attendre des miracles, nouvelles idées, améliorer la situation d'une façon critique. Dernière question, est-ce que il y a un sujet qui vous paraît important et qu'on n'aurait pas abordé autour de la Méditerranée, ou est-ce qu'il y a un autre message que vous aimeriez dire ? On n'a pas trop parlé, on n'a pas parlé un peu de l'agriculture et de l'irrigation, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'agriculture, elle implique aussi des options pour mieux garder le carbone, par exemple, dans le sol, avec des méthodes agroécologiques. Et là, l'agriculture et la production des aliments, elle peut contribuer beaucoup plus à la baisse des émissions qu'on pense. Déjà la réduction des intrants qui sont souvent produits avec beaucoup d'énergie. Souvent du gaz. Oui. Et le stockage du carbone dans les sols, si on traite mieux les sols, ce sont des effets positifs au niveau du climat. On rencontre souvent la question, oui, mais les rendements vont baisser. C'est déjà pas toujours le cas que les rendements baissent forcément par l'application de ces méthodes, surtout pas si on regarde un peu au long terme.
Et en plus, on a un tel gaspillage des produits alimentaires actuellement partout dans le monde, mais aussi en bassin méditerranéen, c'est qu'avec une meilleure gestion des aliments une fois produits, on peut se permettre d'avoir une réduction des rendements. Et c'est comme avec la transformation des villes. Le secteur agricole, il est toujours innovateur, il est toujours en train de se développer. C'est bien, c'est souhaitable, mais les cibles pour cette transformation, ils doivent se trouver au niveau de l'énergie, au niveau du stockage du carbone et au niveau aussi de la qualité de la nourriture produite. Et là, il y a beaucoup d'options pour faire mieux. Wolfgang Kramer, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club. Merci pour vos questions. Et à bientôt.